Bonjour, Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41, vous le voyez partout au supermarché, dans vos placards, votre frigo. Le Nutri-Score fait maintenant partie de notre vie quotidienne. Pour chaque aliment, il nous indique les bénéfices ou les risques. Pour notre santé, son mode de calcul va changer à la fin de l'année pour mieux recommander les produits sains. Votre invité Alexandre, c'est le professeur Serge Erkberg, spécialiste de la nutrition en santé publique, père du Nutri-Score. Bonjour Serge Erkberg. Bonjour. Le Nutri-Score a vu le jour en 2017. Vous en êtes à l'origine. Il est entré depuis dans notre quotidien. Il indique la qualité des produits alimentaires. Comment est-il calculé ce Nutri-Score ? Écoutez, il est calculé de façon très simple. Il reprend en considération les données qui sont sur l'étiquette, qui est sur la face arrière des emballages des aliments, c'est-à-dire le gras, le sucre, le sel, est-ce qu'il y a des fibres, des protéines, des fruits et légumes, des éléments positifs et négatifs. Ça donne une note. Il y a bien sûr eu des travaux scientifiques qui ont permis d'attribuer à ces notes, en fonction de seuils, donc des couleurs ou des lettres différentes. Bien, le mode de calcul va donc changer d'ici à la fin de l'année. Les entreprises vont avoir 2 ans pour adapter leur étiquetage. Qu'est-ce qui va changer très concrètement et surtout du point de vue du consommateur, professeur Erkberg ? Alors, ces changements sont liés au progrès des connaissances scientifiques et au recul que l'on a depuis la mise en place du Nutri-Score. Ce qui va changer, c'est que certains aliments vont être un peu moins bien classés. Par exemple, la viande rouge, dont on sait que la consommation excessive a un effet négatif en termes de risque de cancer, ou les céréales petit déjeuner sucrées qui se trouvent parfois trop bien classées. Donc il va y avoir des modifications négatives et puis il va y avoir des modifications plutôt positives. Donc l'huile d'olive ou l'huile de colza qu'il faut favoriser, passer de C à B, ou par exemple le pain complet sera plus facile à discriminer du pain raffiné. Donc des modifications qui aideront encore mieux le consommateur à orienter leur choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Et puis surtout pénaliser les produits édulcorés, les boissons édulcorées, les boissons sans sucre, zéro ou light, qui nécessitent aujourd'hui d'être reclassées compte tenu des données scientifiques dont nous disposons. Alors voilà, certaines familles de produits vont remonter dans l'échelle positive du Nutri-Score. D'autres, vous mentionnez, professeur Erkberg, les boissons édulcorées. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que comme le sucre, l'aspartame peut avoir lui aussi des effets délétères sur notre santé. Oui, on a maintenant des travaux scientifiques qui montrent que d'une part, d'une façon générale, tous les édulcorants, l'aspartame et d'autres qui sont utilisés dans les boissons pour retirer le sucre n'ont pas un avantage crucial et pourraient peut-être avoir des effets non favorables à la santé. Donc il était légitime de les décliner, de les déclasser en quelque sorte un peu par rapport à ce que l'on avait comme idée au moment où le Nutri-Score a été créé il y a quelques années. Oui, une autre conséquence en tout cas, elle concerne cette fois la viande rouge. Sa note devrait être revue à la baisse. Oui, la viande rouge va être revue à la baisse, tout simplement parce que se sont accumulés depuis quelques années beaucoup de travaux scientifiques qui montrent qu'une consommation importante de viande rouge, donc hors volaille, et s'accompagnait d'un risque plus élevé de certains cancers, notamment du cancer colorectal. Donc, encore, il est légitime simplement d'alerter le consommateur sur le fait que la viande ne doit pas être consommée en grande quantité trop fréquemment. Oui, ça veut dire que la viande blanche, comme la volaille, elle n'est pas concernée, hein ? Absolument. La viande blanche ou les poissons, notamment les poissons gras, ne sont pas concernés. Eux sont plutôt à privilégier si on souhaite manger des aliments d'origine animale. On entend des critiques contre le Nutri-Score. Il est parfois accusé de discriminer certains produits en ne prenant pas compte le mode de production qui peut être bio ou artisanal, mais uniquement la valeur nutritionnelle du produit. Est-ce que vous comprenez ces critiques, professeur Erkberg ? Oui, je les comprends, mais on donne une explication à cela. C'est qu'en effet, Nutri-Score ne prend en considération que les éléments de composition nutritionnelle. Il ne prend pas en considération d'autres éléments comme le mode de production, est-ce qu'il y a des résidus de pesticides. On ne peut pas agréger toutes ces données sous forme d'un seul logo unique. Et déjà, si l'on suit le Nutri-Score, les travaux scientifiques très nombreux ont démontré qu'on diminue le risque de maladie. Et bien sûr, il faut s'informer sur les autres dimensions. Est-ce que le produit est ultra transformé, a des additifs ou est-ce qu'il est bio ou non? Alors c'est important, c'est intéressant bien sûr d'avoir cet indicateur précieux sur la valeur nutritionnelle de ce que l'on achète. Ce qu'il est important aussi de rappeler, professeur Erkberg, c'est que le Nutri-Score n'est pas obligatoire à ce jour. Les industriels ne sont pas tenus de l'afficher sur leurs produits. Alors en effet, malheureusement, il n'est pas obligatoire car une réglementation européenne qui a été poussée à la fin des années
2000 par les lobbies empêche les États membres de le rendre obligatoire, ce qui fait que certaines grandes sociétés refusent encore de le mettre et de fournir cette transparence sur la réalité de la composition nutritionnelle qui devrait être un droit des consommateurs et un devoir des industriels. Oui, on pense aux produits ultra transformés, on pense à un célèbre soda, pourquoi pas aussi à une célèbre pâte à tartiner. On se dit quoi en tant que consommateur? Si le Nutri-Score n'apparaît pas sur tous ces produits-là, c'est pas forcément bon signe, hein. Voilà, exactement. C'est un bon moyen de discriminer entre les sociétés qui jouent le jeu et ceux qui ne le jouent pas. Si on ne trouve pas le Nutri-Score sur un produit, même si les concurrents sont moins bien classés, eh bien, ça veut dire que celui qui ne met pas le Nutri-Score a vraiment des choses à cacher. Donc, il faut en prendre toutes les conséquences en tant que consommateur. Le Nutri-Score a donc été lancé, je le disais, en 2017. Est-ce que ça donne un premier recul suffisant peut-être pour mesurer son efficacité d'un point de vue épidémiologique? Est-ce qu'il contribue par exemple à faire régresser l'obésité? Alors, il faut attendre du Nutri-Score que ce qu'il peut donner. Donc, c'est un élément d'une politique nutritionnelle, mais qui est tout de même important, puisqu'en réduisant la consommation d'aliments moins favorables, il sera utile en termes de moindre risque d'obésité et de maladies chroniques. On n'a pas encore un recul suffisant, mais on a eu beaucoup de travaux scientifiques préliminaires qui ont montré, sur des larges populations suivies pendant de nombreuses années, que le fait de manger des aliments bien classés sur l'échelle du Nutri-Score réduisait le risque à la fois d'obésité et de maladies chroniques liées à la nutrition, comme certains cancers, maladies cardiovasculaires ou le diabète. Le mode de calcul du Nutri-Score va donc être revu à la fin de l'année pour mieux avantager les produits sains. Le principe, lui, reste le même, hein. Un produit classé A ou B au Nutri-Score peut être consommé tous les jours. Un produit classé D ou E, à l'inverse, ne devra être consommé qu'exceptionnellement. Merci, professeur Serge Ackberg, spécialiste de la nutrition en santé publique. Je rappelle que vous êtes à l'origine du Nutri-Score. Merci à vous.